Boss Media ay media bi gën ci media yi loolu muy Boss Media ay Boss Media yéen ngi boss bi war ay Boss Media media bi gën ci media yi. salaamaaleykum mbokk yi xaritu Boss Media tey ñu ngi fii si université Cheikh Anta Diop de Dakar émission Kaay Débat muy tëkkale waa UVS ak waa Fac Lettres ñu bàyyi leen ngeen yeggali ngeen seetaan match bi. La faculté de lettres et sciences humaines, nous aurons ce soir Abdoul Aziz Diop, licence 3 de philosophie. Thérèse Tening Faye, licence 2 de philosophie. Papa Karim Diop, master 1 de géographie. Et Daïfatou Djigal, qui est en première année de licence en sociologie. Il représente l'équipe, la faculté de lettres et sciences humaines. Regardez comment ils sont bien habillés, comment ils sont charmants et comment ils représentent bien leur faculté. Beaucoup d'applaudissements pour cette tenue que j'adore et que j'aime. Mais ils ne sont pas en reste et ils vont vous montrer qu'ils sont venus pour ne pas être moins visibles que d'autres. Alors, l'Université virtuelle du Sénégal, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, avec Mathieu Diop, Master 2, droit international public. Fatima Zahra Diaw, licence 1 anglais. Kadidiatou Ba, licence 3 sciences juridiques. Fatou Kiné Biaï, Master 2 sociologie. Safiatou Diallo, licence 3 mathématiques appliquées, option ingénierie logicielle. Une compétition qui sera haute en couleur. C'est ça l'Afrique, c'est ça le Sénégal et c'est ça Kaay Débat. Alors, sans tarder, nous allons passer encore une fois à la cérémonie ou à la séance de tirage au sort. Les deux capitaines, s'il vous plaît. Pile UVS démarre. Alors, je rappelle que la première rubrique s'intitule 30 minutes pour convaincre. 30 minutes où les équipes qui, à tour de rôle, dans leur timing de 15 minutes chacune, auront à débattre du sujet qui leur a été imposé. Agriculture et élevage au Sénégal, enjeux et perspectives. Et pour les premières 10 minutes, l'UVS aura l'honneur de commencer le débat. UVS, êtes-vous prêts? 10 minutes pour convaincre. Top chrono, c'est parti. الزراعة وثروة الحيوان agricultura et ganaderia, agriculture and livestock. Chère assistance, vous savez, peu importe la langue utilisée pour parler de l'agriculture et de l'élevage, cela ne changerait rien, je dis bien rien, de l'importance qu'ils ont dans le monde et particulièrement au Sénégal. Ces deux secteurs, messieurs, dames, je dis bien l'agriculture et l'élevage, restent clés au développement de notre très cher la Teranga, je veux dire le Sénégal. Un vieux sage, au visage de mage, avait coutume de dire qu'une fois dans votre vie, vous aurez besoin d'un médecin, qu'une fois dans votre vie, vous aurez besoin d'un policier, qu'une fois dans votre vie, vous aurez besoin d'un prêtre, mais tous les jours, et même d'ailleurs 3 fois par jour, vous aurez besoin d'un agriculteur. Agriculture signifierait l'ensemble des activités développées par l'homme en vue d'en avoir des produits, végétaux que ce soit ou animaux qui lui seront utiles. Bien sûr que ce n'est pas ma définition, c'est celle de Larousse. Ce qui est étroitement lié à l'élevage, qui se charge de la production, de la reproduction, mais aussi et surtout de l'entretien des animaux pour avoir des produits et services au service de l'humanité. Messieurs, dames, le Sénégal n'a jamais mis en place de politique pour l'agriculture et l'élevage. Au Sénégal, on ne respecte jamais les producteurs, ni d'ailleurs même nos consommateurs. Depuis plus d'un demi-siècle, l'élite dirigeante a conduit la vie d'environ 70% de la population active sans orientation. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. De pareilles allégations doivent être classées dans la catégorie des critiques faciles et fallacieuses. La contribution de l'agriculture et l'élevage à la croissance reste relativement faible au potentiel sectoriel. Toutefois, cela n'épargne guère l'engagement de l'État par rapport à ces deux secteurs pour les bonifier, figurant même parmi les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent pour andi yeesal mbay mi ak càmm gi ci suñu gaal. De même,
des politiques agricoles ont été effectivement mises en place. Juste peut-être que les résultats attendus n'étaient escomptés. Honorables membres du jury, chère assistance, chers co-débatteurs, il me semble que l'heure est venue pour nous d'aller droit au but, de bien vouloir vous montrer, de dire sans rugir, parce qu'il urge de rugir dans cette atmosphère intellectuelle distinguée, où toute thèse défendue comme rejetée régale tout au long d'une soirée étoilée un public féru de contradictions et épris de contradictions. Honorables membres du jury, chère assistance, chers co-débatteurs, bonsoir. Ce soir, l'histoire retiendra le nom de Fatima Zahra Diaw, étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal. C'est avec un honneur très grand, d'ailleurs même immense, que de me tenir devant ce public d'une rare pétulance en tant que porte-étendard de cette équipe pour vous entretenir sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, que vous aurez même deviné. L'agriculture et l'élevage au Sénégal, enjeux et perspectives. Après avoir creusé, fouillé, pêché, ne laissez nulle place là où la main ne passe ou ne repasse dans le secteur de l'agriculture et l'élevage. Concentrons-nous un peu aux mots essentiels. Enjeux comme apport, enjeux comme impact, positif que ce soit ou négatif, de l'agriculture et l'élevage au Sénégal. Quant aux perspectives, messieurs, dames, ce sont des volus envisageables à des limites politiques, économiques, écologiques de l'agriculture et l'élevage au Sénégal pour leur bonne gestion, mais aussi et surtout modernisation, tant pour les générations actuelles que futures. Honorables membres du jury, chère assistance, je vous invite à attacher vos ceintures, car RUVS International, qui transporte les débatteurs, vient de décoller sur un ciel scientifique, jalonné par des arguments historiques, politiques et économiques. Bien sûr qu'il planera vers l'aéroport de la raison et atterrira sur les tarmacs de l'objectivité, de la scientificité, de la pertinence, mais aussi et surtout de l'éloquence. Ah, j'ai failli oublier. Quand le virtuel devient réel, le réel disparaît. Réel devenant que de souvenirs, le virtuel reste la réalité. Je vous remercie. Comme Sénégal, c'est faire confiance à sa jeunesse. Comme Sénégal, c'est défendre d'abord ses intérêts. Comme Sénégal, c'est se serrer les coudes pour un avenir meilleur. Comme Sénégal, c'est consommer local. Comme Sénégal, c'est assurer d'abord son développement par l'innovation de ces secteurs clés que sont l'agriculture et l'élevage. Honorables membres du jury, Auguste Assemblée, chers débatteurs, bonsoir. Fatou Kiné-Biaye pour vous servir. L'agriculture constitue un des secteurs clés de l'économie nationale, contribuant à hauteur de 9,4% du PIB national et de 62,8% du secteur primaire, selon l'ANSD, sur son rapport 2017-2018, publié en juillet 2020. En plus d'être un important levier économique, l'agriculture au Sénégal contribue fortement au développement social à travers la création de l'emploi, la sécurité alimentaire, la génération de devises, mais aussi la lutte contre la pauvreté, mais aussi la campagne agricole de 2020-2021 a noté 3 640 445 tonnes de céréales, ce qui est beaucoup plus important que l'année 2018-2019. 1 900 000 tonnes sur la culture industrielle, coton, que sont coton, arachide et sésame. 1 349 723 tonnes de riz, soit une augmentation de 30%. 1 144 445 tonnes de mil, soit une augmentation de 44%. 377 323 tonnes de sorgho, soit une augmentation de 64%. Sans précédent. Cependant, malgré le nombre important d'individus qui s'activent dans le secteur de l'agriculture au Sénégal, qui s'activent au secteur de développement du Sénégal, plus de 60% de la population active et la part sectorielle du budget alloué au secteur agricole, celui-ci peine à contribuer à sa juste valeur à la construction économique du pays, en raison de la vétusté des matériels géométriques, de la dégradation des sols et du capital semencier, mais aussi
de la baisse de la pluviométrie et le changement climatique. Compte tenu de ces difficultés qui handicapent sa bonne marche, l'agriculture sénégalaise a besoin de changement. Oui, un changement qui doit s'opérer dans toutes les politiques de développement du monde rural qui sont majoritairement dominées par les activités agropastorales. Sur ce, l'agroécologie et l'agriculture biologique constituent les meilleurs moyens efficaces pour éliminer la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire, mais aussi en tenant compte de la qualité des sols, mais aussi la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau. Honorables membres du jury, auguste assemblée, et si on utilisait le numérique dans l'adaptation de l'agriculture sénégalaise au niveau de technologie d'information et de la communication, à l'instar du Chine et du Brésil, pour mieux assurer notre autosuffisance alimentaire. Oui, utiliser le numérique dans la transformation de l'agriculture en utilisant les drones, les tracteurs automatisés, mais aussi de l'intelligence artificielle. Oui, de l'intelligence artificielle. Et dans ce siège, je vous assure que l'agriculture telle que nous le connaissons changera et les jeunes s'engageront. Et comme le disait un vieux sage d'Afrique, la terre ne ment jamais. Retournez travailler la terre pour avoir la souveraineté absolue. Car celui qui contrôle votre nourriture contrôle votre vie. Je vous remercie. 916 millions d'euros, soit environ 600 milliards de francs CFA. Eh bien, c'est ce que rapporte le secteur de l'élevage dans l'économie nationale. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, loin de vous faire un cours sur les mathématiques ou encore sur les statistiques, je vous montre là l'importance, voire même le rôle crucial de l'élevage dans notre économie nationale. Ce secteur, malgré les nombreux programmes de modernisation de ce secteur, il peine toujours à atteindre les objectifs de sécurité alimentaire de notre pays. Oui, ce mastodonte au poids de 3,5 millions de bovins peine toujours à terrasser cette facture de 60 milliards. Je dis bien 60 milliards de francs CFA dépensés chaque année par le Sénégal juste pour l'achat de produits laitiers. Oui, ce mastodonte, malgré son gabarit, peine à freiner ses importations de 300 000 têtes de moutons à la veille de Sac Aïd El-Kadir. Mesdames et messieurs, le secteur peine. Il peine parce qu'il souffre. Il souffre de sa caducité, de sa désuétude, mais surtout et vraiment de son manque de valorisation notoire. Le secteur de l'élevage au Sénégal, c'est ce cheptel maigre, squelettique, assoiffé, malade, mais surtout le tout couronné par un vol de bétail qui coûte chaque année plus de 2 milliards de francs CFA aux éleveurs nationaux. Le secteur de l'élevage au Sénégal, c'est ce secteur gangréné par le manque d'infrastructures d'abattage, le manque de laiterie, le manque d'infrastructures de transformation, mais aussi de conservation. C'est ce secteur où les éleveurs de porc tardent à voir les investissements de la part de l'État. C'est ce secteur gangréné par les maladies, mais aussi et surtout par l'élevage. Merci beaucoup à l'UVS. La parole est donnée, si vous voulez bien me passer les micros. À la faculté des sciences, la faculté des lettres et sciences humaines. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, 10 minutes, top chrono. Wow. Je ne savais pas que ces paroles du laboureur et ses enfants concernent le secteur de l'élevage. Je ne savais pas que dans le secteur de l'élevage, il faut creuser, il faut fouiller et il faut bêcher. J'ai entendu les très très vieux dire que tout vient de la terre, tout part de la terre, tout provient de la terre, tout émane de la terre, tout découle de la terre, mais aussi tout reviendra à la terre. En effet, si on n'a pas de terre, c'est notre dignité d'homme qui s'en va. Si on n'a pas de terre, c'est notre vie qui part en éclats. Car la terre n'est rien d'autre que porteuse de vie. La terre a engendré 2 enfants qui portent en bandoulière la survie humaine. Et que serait la vie
sont ses deux enfants, l'agriculture et l'élevage. Car l'homme a toujours vécu de chasse et de cueillette. Mais arrivé en un certain moment, il a su que ce que la nature lui offrait gratuitement ne suffisait plus. Donc, au lieu de chasser gratuitement, fallait élever. Et au lieu de cueillir gratuitement, fallait cultiver. Mais qu'est-ce que l'agriculture et qu'en est-il de l'élevage? Selon le dictionnaire Larousse en ligne, l'agriculture est un ensemble de travaux dont le sol fait l'objet en vue d'une production végétale. Son histoire est façonnée par les progrès techniques, économiques et environnementaux. L'élevage, à son tour, désigne, selon universalis.fr, l'ensemble des activités mises en œuvre pour assurer la production, la reproduction et l'entretien des animaux dits domestiques afin d'en obtenir différents produits ou services. Ces définitions nous montrent que l'agriculture et l'élevage constituent un ensemble de forces pour la stabilité économique, voire sociale de notre pays. D'où l'importance de notre thème et même la pertinence de notre thème de ce soir. Agriculture et élevage au Sénégal, enjeux et perspectives. Lorsque nous parlons d'enjeux, nous nous référons à ce que l'on risque dans un jeu et qui doit à la fin de la partie revenir au gagnant si on en croit au site internet lalanguefrancaise.com. Et dans notre cas présent, les enjeux font allusion à ce que ces deux secteurs présentent comme performances et défis. Selon les sociologues, le terme élevage, c'est l'ensemble. Excusez-moi. Selon les sociologues, le terme perspective renvoie à un ensemble d'événements, de projets ou évolutions. Quelque chose qui doit venir, quelque chose qui est probable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous posons 3 questions, à savoir, quels sont les impacts de l'agriculture et de l'élevage dans notre pays? Ces deux secteurs ne font-ils pas face à des obstacles? Et y a-t-il pas des possibilités de surmonter ces obstacles? Face à ces questions, mes camarades et moi allons montrer l'apport actif que l'agriculture et l'élevage ont sur notre pays, mais aussi les défis auxquels ils font face, tout en proposant des perspectives. Alors, charmant public, honorables membres du jury, distingués contradicteurs, d'une oreille attentive, aucune information ne vous échappera. Danser plus fort que la musique ne veut pas dire que vous êtes un excellent danseur. Mesdames, messieurs, l'économie sénégalaise, basée sur l'agriculture, nous le savons tous, l'agriculture a toujours constitué un socle pour l'économie des pays. Et d'ailleurs, les États-Unis et la Chine, je dis bien, la Chine l'ont compris. L'économie sénégalaise repose principalement sur le secteur de l'agriculture, qui occupe 60% de la population active, selon le ministère de l'Agriculture, au lieu de 70% de la population active. Et selon le rapport 2017-2018 de la situation économique et sociale du Sénégal, publié en juillet 2020 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le PIB agricole est évalué à une hauteur de 1217 milliards de francs CFA. Je dis bien 1217 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 9,1% par rapport à l'année 2018. Ce qui laisse sous-entendre que le secteur agricole participe à une hauteur de 9,4% au PIB national, mais aussi de 62,8% de valeur ajoutée. Je dis bien de valeur ajoutée au secteur primaire.
Mesdames, Messieurs, l'agriculture au Sénégal est essentiellement pluviale et saisonnière. Elle repose sur des cultures de rente telles que l'arachide et le coton, mais aussi sur des cultures vivrières de substance telles que le mil, le maïs et le sorgho. Les terres exploitables sont vastes, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal et en Casamance, zone privilégiée de la culture du riz, mais aussi dans la région du Baol et l'historique bassin arachidier. Grâce à d'abondantes ressources et des terres exploitables, propices à la production agricole, la prestation du Sénégal en matière d'agriculture est incontestable. Très chers contradicteurs, pour vous mener à l'évidence, les performances des 5 dernières années prouvent à suffisance ceci. Car selon FinancialAfrique.com, le ministre de l'Agriculture sénégal, M. Moussa Baldé, vous le connaissez bien sûr, nous a fait comprendre que le Sénégal a fait d'excellentes performances, c'est-à-dire 3 645 440 tonnes de céréales et 1,9 million de production industrielle. Ce qui laisse sous-entendre le Sénégal détient un très grand potentiel en matière d'agriculture. À côté de ce secteur agricole, il y a l'émergence d'un nouveau secteur qui est l'agrobusiness, qui passe, je dis bien, qui passe par la production jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation. Et l'ensemble de ces productions que le Sénégal détient permettra à ce pays d'être élevé au rang d'exportateur au lieu d'importateur. Nous le savons, le Sénégal importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Mais miser sur l'agriculture, miser sur l'agrobusiness va élever ce Sénégal. L'agriculture ne détient pas seulement des performances sur l'aspect économique, car le social n'est pas en reste. Les hommes, les femmes, les enfants en pleine activité de culture de riz, de mil, de maïs, ou bien en pleine activité d'élevage, partagent des discussions. Et ce sont ces discussions qui permettent à la société sénégalaise de créer des relations sociales solides, car c'est ce qui constitue le soubassement du pays de la Teranga. Et lorsque nous parlons de Teranga, nous passons à la solidarité. Cette solidarité, n'avez-vous jamais entendu cette solidarité qui fait que mon voisin fait de la culture du riz et que je fais du maraîchage, et qu'à la fin de nos récoltes, nous partageons nos exploitations agricoles venant des champs. Et c'est dans ces champs que le père trouve l'occasion propice pour parler à son jeune enfant. C'est dans ces champs que le père ait l'occasion propice pour transmettre le sens du travail et de la responsabilité. L'agriculture au Sénégal n'est pas seulement le seul porteur de l'économie, car l'élevage aussi n'est pas en reste. Papa Karim? Nul ne peut échapper à son destin, dit-on. Mais l'histoire de ce jeune entrepreneur illustre cet état de fait. Mais on se pose une question qui est de savoir comment un jeune étudiant peut laisser de côté une telle opportunité d'aller à l'étranger, plus laisser toutes ces opportunités au profit d'une hypothétique activité telle que l'agriculture, c'est-à-dire l'élevage. Cette personne a très tôt compris les enjeux de ce secteur. C'est pourquoi elle a misé. Elle a débuté par 120% plus 60 000 francs CFA. Et aujourd'hui, elle embauche plus de 200 personnes qui sont des Sénégalais. Elle réalise en même temps un capital de 200 milliards de francs CFA. Voici qui met fin à vos 10 minutes. Parole est redonnée à l'UVS pour 5 minutes. Les micros, s'il vous plaît. Cinq minutes, c'est parti. Honorables membres du jury, auguste assemblée, chers co-débatteurs, bonsoir. Notre vol Air UVS International va bientôt atterrir sur le tarmac de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec votre hôtesse Safiatou Diallo, étudiante en mathématiques appliquées et informatique. Honorables membres du jury, auguste assemblée, vous savez,
L'agriculture et l'élevage sont porteurs de croissance économique et donc de réduction de la pauvreté dans le monde par le biais de niches qui sont les croissances les plus porteuses par les filières pour assurer la croissance de ce secteur. En effet, l'agriculture est la principale source de revenus, tenez-vous bien, de 80% de la population mondiale pauvre, en particulier du Sénégal. Ce secteur est donc déterminant par l'amélioration de la sécurité alimentaire, la hausse des revenus, mais également, n'oublions pas son compagnon de guerre, l'élevage. Oui, l'élevage, quant à elle, contribue à l'état nutritionnel des familles à faible revenu, crée la croissance du PIB, mais également de l'emploi, malgré les contraintes qui limitent son secteur. Honorables membres du jury, chers co-débatteurs, vous conviendrez avec moi, depuis l'indépendance, tous les programmes et politiques agricoles et d'élevage qui ont été élaborés au Sénégal ont été mis à l'écart par les aléas du temps. N'est-ce pas, Monsieur Diop? Évidemment, les aléations du temps. Et par rapport à ça, il y a les changements climatiques. Les changements climatiques ont modifié le régime de précipitations, l'augmentation de la température à la surface de la Terre, mais aussi une baisse du revenu des productions. L'honorable assistance, chers membres du jury, pour ce faire, le Sénégal se doit de protéger des politiques publiques afin de sauver le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Pour ce faire, il y a lieu de favoriser l'implantation des secteurs agricoles au niveau du Sénégal, mais aussi de favoriser l'élevage. Effectivement, dans ce secteur, malgré tous les programmes qui ont été mis, nous constatons beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'incohérences et beaucoup de lacunes, mis à égard des analyses des programmes qui ont été élaborés et des conventions qui ont été ratifiées par le Sénégal. Ce qui donne sens à la citation d'Albert Einstein, je cite, « La folie, c'est répéter les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. » De citation. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, vous conviendrez avec moi que le secteur de l'agriculture et de l'élevage sénégalais a besoin de changements qui doivent s'opérer dans toutes les politiques de développement rural qui restent majoritairement dominées par les activités agro-pastorales. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, chers co-débatteurs, vous le savez, je le sais, nous le savons, et vous conviendrez avec moi, pour que le secteur de l'agriculture et de l'élevage se développe, il faut que l'État du Sénégal repense au nouvel modèle de développement de ce secteur et de promouvoir la place des agriculteurs et des éleveurs. N'est-ce pas, M. Diop? Évidemment, pour ce faire, des recommandations ont été formulées. Au titre de ces recommandations, il y a le développement de l'horticulture, la modernisation de l'élevage, la maîtrise de l'eau, la dotation en matériel agricole et d'élevage, l'implication des paysans et éleveurs dans les politiques de développement. Et par rapport à ces politiques de développement, c'est pour paraphraser M. Abdourahmane Faye, qui disait dans son œuvre intitulée « Réussir l'agriculture au Sénégal », à la page 45, plus précisément à la 3e ligne de la page 45, que pour réussir l'agriculture au Sénégal, il faudra la déconstruction des utopies, changer de cap et donner la parole aux paysans. Fin de citation. Nous ne saurions terminer, honorable membre du jury, Auguste Assemblée, chers co-débatteurs, quittez notre vol sans dire ceci. Jeunesse sénégalaise, cultivons la terre. Jeunesse sénégalaise, élevons notre bétail pour garantir un Sénégal émergent. On applaudit bien fort, mesdames et messieurs, charmant et pertinent. Tout de suite, la réplique est donnée à la faculté des lettres et sciences humaines. 5 minutes, chrono. Mes camarades nous ont fait comprendre que l'agriculture et l'élevage constituent des enjeux forts pour l'économie sénégalaise. C'est ce que nos présidents ont compris très tôt. Le président Abdoulaye Wade, avec le plan Gouana, grande offensive pour la nourriture et l'abondance. Le président Macky Sall, avec le PSE,
plan Sénégal émergent ont fait de l'agriculture et de l'élevage de puissants leviers pour le développement de l'économie sénégalaise. Toutefois, ces secteurs rencontrent des difficultés, comme la dépendance financière qu'ont les agriculteurs et les éleveurs vis-à-vis aux opérateurs économiques et à l'État, l'utilisation des moyens et techniques rudimentaires. Cela dit, il faut aussi ajouter qu'ils sont dépendants des pluviométries capricieuses marquées par le dérèglement climatique. Mais comment renforcer, stimuler, réactiver, redynamiser le secteur de l'agriculture et le secteur de l'élevage? Nous vous proposons de mettre en place des instituts spécialisés dans l'apprentissage et la pratique de l'agriculture, ce qui permettra de développer chez les jeunes un amour pour l'agriculture et un vouloir retourner dans les champs. Chose étant, on assistera à l'augmentation de la production et des bénéfices. Bénéfices qui seront réinvestis dans l'agriculture pour diminuer le taux de dépendance. Nous savons tous que le secteur de l'agriculture est l'un des secteurs d'activité prioritaires pour l'épanouissement de la population. Ainsi, nous vous proposons de mettre en place des micro-fermes qui permettront premièrement d'augmenter la production, deuxièmement d'assurer une bonne alimentation et donc une bonne santé, mais surtout atteindre l'autosuffisance alimentaire pour que même si les années prochaines sont perturbées par des sécheresses, la population aura de quoi manger. Car la première sécurité d'un pays est de donner à manger à sa population, disait Houphouët-Boigny, ancien président ivoirien. Pour le secteur de l'élevage, nous vous présentons ce projet qui consiste à aménager des espaces spécifiques pour le bétail. Pourquoi ne pas utiliser la forêt classée de Mbao, cet espace abandonné, utilisé comme fief pour les agresseurs, comme un espace pour les éleveurs? Nous voyons à l'entrée de Keur Massar des éleveurs, nos amis Peul, se regrouper dans un endroit sale, insalubre, avec une odeur nauséabonde. Et je me demande si le mouton que Bouba va acheter pour la Tabaski est de bonne santé. Le développement du secteur de l'élevage contribuerait à diminuer la pauvreté et contribuerait directement à assurer la sécurité alimentaire. Charmante assistance, honorable membre du jury, distingué contradicteur. Nous avons compris tous ensemble, tout au long de notre analyse, que l'économie sénégalaise ne peut survivre sans l'agriculture et l'élevage. Ces secteurs qui constituent des socles fondamentaux, des secteurs moteurs pour cette économie. Même si ces secteurs rencontrent des difficultés, des projets sont mis en place pour surmonter ces difficultés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pas plus tard que 17h, le président Macky Sall a distribué 200 unités composées de tracteurs et de motoculteurs fonctionnels au Grand Théâtre. Au regard de ce qu'on vient de dire, vous conviendrez avec moi qu'au lieu de rester derrière nos ordinateurs, il sera préférable de retourner dans nos champs et de retourner à nos terres. Chers assistants, honorable membre du jury, chers contradicteurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, veuillez encore applaudir les deux équipes, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer à la deuxième rubrique de ce match, qui déjà fera faire des cauchemars au jury, parce que pour les départager, ce sera très difficile. Madame Ndeyabsa, présidente du jury, de qui vont nous parler dans cette deuxième rubrique, les débatteurs? Micro, s'il vous plaît. Parlez-nous de Gamal Abdel Nasser. Parlez-nous de Gamal Abdel Nasser. Faculté des lettres et sciences humaines, vous avez la parole.
il a fait de sa vie un combat et de son combat une vie. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonsoir. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui d'un héros du nom de Gamal Abdel Nasser. Il a grandi au chevet de son oncle révolutionnaire qui se trouve à Caire. Gamal Abdel Nasser est né le 15 janvier 1918 à Alexandrie. À 6 ans, il a été incarcéré, car ayant participé à un combat qui opposait les indépendantistes et les policiers. Plus tard, il devient membre de la police et obtient son diplôme dans l'académie militaire. C'est ce qui va lui permettre de confirmer ce titre de combat, car il va créer un mouvement constitué des officiers libres. Ces officiers libres qui constituent des jeunes âgés de moins de 35 ans. Le 25 février 1954, Nasser devient le premier ministre de l'Égypte. 2 ans plus tard, il devient le président de l'Égypte par coup d'État. Ainsi, il procède à des changements, tels que le fait de renforcer le statut du président, nationaliser les industries, mettre en place des réformes agraires, plus de mettre en place d'énormes projets, travaux publics, tels que la mise en place des barrages électriques, tels que le barrage public d'Assounan. En 1956, Nasser marque l'histoire de l'Égypte, en quelque sorte du monde, dans le contexte de la guerre froide. Il procède à la nationalisation du canal de Suez en 1956. Ainsi, il va sans doute menacer les intérêts des Britanniques, mais aussi des Français. Ainsi, Britanniques et Français vont collaborer pour essayer de faire face à Nasser. Mais dans le contexte de la guerre froide et par l'entremise de l'URSS, des États-Unis et de l'ONU, Nasser sort vainqueur de ce combat. Il démissionne en 1967 dans le contexte de la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, où il finit vaincu de cette guerre. Nasser meurt le 28 septembre 1970. Que son âme repose en paix. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Parole est donnée maintenant à l'UVS. Gamal Abdel Nasser, 3 minutes. Honorable assistance, chers membres du jury, auguste assemblée. Edgar Morin disait: cette nouvelle humanité qui est en train de naître doit être une humanité de débat. Cela est très fatigant, mais passionnant. C'est la source de la vie. Fin de citation. Gamal Abdel Nasser, il a joué un rôle important dans les relations internationales. Je ne vais pas parler sur la biographie, la naissance, les études, ce qu'il a fait dans la vie par rapport à ses études. Je vais parler de l'idéologie de Gamal Abdel Nasser. En 1956, il a nationalisé le canal de Suez, qu'on est en plein guerre froide qui opposait les États-Unis à l'URSS. Si on comprend bien la guerre froide, c'est l'affrontement idéologique entre les États-Unis et l'URSS à partir de 1945 et s'attend à partir de 1991 avec l'éclatement du bloc soviétique, la dislocation de l'URSS en 11 micro-États. Gamal Abdel Nasser a joué un rôle important dans ce processus-là, mais aussi a donné l'identité, je dis bien l'identité de la civilisation arabo-musulmane, mais aussi l'identité d'appartenir à un peuple révolutionnaire, à un peuple qui croit à l'existence d'un idéal. Et cet idéal, c'est de marquer les esprits. Cet idéal, c'est de redonner le blason. Cet idéal, c'est de faire fonder un avenir meilleur. Mais aussi donner l'opportunité à ces jeunes d'avoir une référence de la jeunesse égyptienne, mais aussi une référence de la jeunesse africaine de manière générale. C'est ça l'idéologie qu'incarnait Gamal Abdel Nasser. Et par rapport à ça, il a même contribué dans les relations israélo-arabes, à savoir les guerres qui opposaient la Palestine et l'Israël
dans le cadre de l'annexion des terres en Cisjordanie. Gamal Abdel Nasser, ce fut un grand homme qui a marqué son temps par rapport à ses idéologies, mais par rapport à ses vécus. Je ne saurais terminer sans autant rendre un vibrant hommage à tous ces Palestiniens qui ont été massacrés, qui ont été bouleversés injustement pour des raisons politiques, ethniques et même religieuses. Je vous remercie. Merci beaucoup à l'UVS. Madame et messieurs du jury, nous passons à la dernière phase de ce débat. Si j'étais... Micro. Si j'étais le ministre de la Santé. Si j'étais le ministre de la Santé. Faculté des lettres. Le temps va partir. Faculté des lettres, le temps va démarrer. Si j'étais ministre de la Santé, top chrono, c'est parti. Mesdames, messieurs, moi, Abdul Aziz Diop, si j'étais ministre de la Santé, honorable membre du jury, charmante assistance, je vous présente ce projet qui est intitulé l'information capitale. Le monde est au bord d'une crise auquel aucun pays n'est épargné. Cette crise que vous connaissez tous, la Covid-19. Tout le Sénégal a été très résilient, bien sûr. Et aujourd'hui, ce projet s'articule sur 3 points. L'information, la sensibilisation et la transparence. Nous vivons dans un pays où la pauvreté domine la richesse. Bien sûr, et ceux qui ont l'accès à l'information sont très peu, bien vrai que les médias sont nombreux. Moi, si j'étais ministre de la Santé, j'aurais mis en place un groupement d'information qui ferait en sorte qu'aucun Sénégalais ne resterait à l'écart de l'information. Je ferai en sorte que tous les Sénégalais accèdent aux soins sanitaires. Si nous voyageons au fin fond du Sénégal, il y a des femmes qui n'ont pas pu rejoindre les hôpitaux pour accoucher à temps. Elles le font sur des charrettes, chose qui est déplorable. Aujourd'hui, si j'étais ministre de la Santé, j'aurais construit des hôpitaux dans ces espaces reculés du Sénégal. Concernant la transparence, je l'ai dit au début, nous sommes face à une crise et chaque être humain doit recevoir l'information qu'il faut. Et pour ce faire, les mesures de prévention face à cette Covid-19 ne seront pas non seulement données aux Sénégalais, mais aussi mettre s'il le faut des contraintes pour que tout le monde respecte cela. Nous vivons dans un pays qui est pauvre. Nous ne pouvons pas permettre d'être dominés par une maladie. Et cela ne peut se faire que si tous les Sénégalais, je dis bien, tous les Sénégalais s'engagent à respecter ces mesures qui seront mises en place. Commençons par moi, si j'étais ministre de la Santé. Mesdames et messieurs, ce Sénégal qui s'est montré résilient face à la crise a aussi besoin de transparence. Je ferai en sorte que le président de la République met en place des politiques qui permettront aux Sénégalais non seulement de se montrer encore plus résilients, mais aussi de combattre fortement cette crise. Si j'étais ministre de la Santé du Sénégal, je ferai en sorte, par exemple, je dis, à l'université, les queues que les gens rencontrent au niveau des services médicaux, les gens qui n'arrivent pas à avoir assez de médicaments au niveau de la pharmacie, réussissent à les recevoir à temps. Merci beaucoup à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Parole est donnée maintenant à l'UVS. Selon les dispositions du Code de la famille du Sénégal, à l'état civil, Madiop Diop, étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal,
à la faculté des sciences juridiques et politiques, option droit international public. Si j'étais ministre de la Santé du Sénégal, je ferais de sorte que les conditions de ces milliers de femmes qui accouchent dans des conditions catastrophiques seraient une résolution définitive. Et par rapport à cette résolution définitive, il faudra l'implication de tous les acteurs dans les processus de décision, mais aussi au regard de ces circonstances-là, il faudra la formation. Oui, la formation. La formation de ces étudiants qui sont au niveau de ces facultés de médecine, qui sont des courageux, qui sont des vaillants, à qui il leur incombe la responsabilité demain de gérer la santé publique au niveau du Sénégal. Si j'étais ministre de la Santé du Sénégal, j'insisterai en ces temps de la pandémie Covid-19 sur la sensibilisation. Oui, la sensibilisation. La sensibilisation en impliquant les sphères ministérielles, à savoir la communication, à savoir les autres sphères ministérielles qui gravitent autour du gouvernement du Sénégal, en faisant de sorte que la sensibilisation sur les impacts de la pandémie soit mise en avant pour permettre à la population sénégalaise d'avoir les mêmes informations, mais aussi de se prévenir de la plus belle des manières. Si j'étais ministre de la Santé, je veillerai à l'application, mais aussi à la construction des hôpitaux. Oui, la construction des hôpitaux, la construction aussi de ces infrastructures de base permettant à l'homme de se soigner dans n'importe quel besoin. Si j'étais ministre de la Santé, je veillerai à ces villes, à ces coins qui sont reculés au niveau du Sénégal, d'avoir les mêmes opportunités que ce soit au niveau des villes, que ce soit au niveau des autres localités. Si j'étais ministre de la Santé de la République du Sénégal, je faisais de mon approche l'implication de tout le monde dans les décisions, mais aussi dans la concertation, mais aussi organiser des assises nationales. Et par rapport à ces assises-là, il y a l'implication de la population dans ces processus-là. Certainement, la population a un rôle à jouer dans le processus de diagnostic des tares de la société. Sur ce, je vous remercie. Voici, mesdames et messieurs, qui met fin à ce débat. Nous applaudissons très fort la faculté des lettres et sciences humaines et l'université du Sénégal. Veuillez vous lever, vous féliciter mutuellement. Et la parole maintenant est passée au jury, qui est seul maître du terrain, afin de décider de qui gagnera ce match. Et rejoindra la faculté des sciences juridiques et politiques et l'Institut africain de management en demi-finale. Merci, doyen Souleymane. Alors, puisque aujourd'hui, je me donne la parole, je vais être obligée d'être clémente. Je vais commencer par ce que c'est que la communication. Communiquer ne signifie pas crier. Arrêtez de crier, s'il vous plaît. Vous criez, vous ne communiquez pas. Et c'est parce que vous criez, ce que vous dites n'est pas pertinent, tout simplement parce que nous ne l'entendons pas comme il se devait. La communication ne signifie pas crier. On vous l'a dit, on vous l'a répété. Il faudrait plus que cela se répète, s'il vous plaît. La répétition, comme on l'a dit, elle est pédagogique, mais parfois ça agace. Répétition. La question de savoir. Il l'a dit, Oscar Kassa. Mais combien de fois avons-nous relevé cette faute ici? La question de savoir. Vous dites toujours
toujours la question à savoir. Et on vous a montré que à savoir sert à énumérer. Vous n'avez rien à énumérer. Pourquoi à savoir? Question de savoir. Retenez cela pour toujours. Tous ces métiers, ces populations qui eux-mêmes, regardez-moi ça. Nous sommes tous d'accord qu'il faut. Nous sommes tous d'accord qu'il faut. Où est le subjonctif? Nous sommes tous d'accord qu'il faille. Et vous dites qu'il faut. L'agriculture telle que nous le connaissons, l'agriculture telle que nous le connaissons, vous voyez ça? Mon voisin qui fait et que je fais. Non, qui fait et que je fasse. J'ai l'impression que vous avez peur du subjonctif, vous. Alors, il est né à Caire, au Caire. Pas à Caire, mais au Caire, à le Caire. Contracté, au. Oui. Parler sur. Et on l'avait déjà dit ici, on parle de. Et vous voulez parler sur. Alors, vous voyez, ils l'ont dit tous les trois, que la langue a été aujourd'hui bâclée, maltraitée, martyrisée. Sur ce, nous allons donner les résultats. Sur ce, nous allons passer à la proclamation des résultats. Mais avant, madame, permettez-moi juste d'introduire les thèmes qui seront donnés, qui seront traités plutôt, lors des demi-finales. Il s'agit de jeunesse face aux défis de l'émergence comme premier sujet et jeunesse et action citoyenne comme deuxième sujet. Les demi-finales se tiendront le vendredi 30 juillet 2021. Et nous avons déjà comme équipe qualifiée la faculté des sciences juridiques et politiques et l'Institut africain de management. Alors, entre la faculté des lettres et sciences humaines et l'université virtuelle du Sénégal, quelle est la note du match? 11,74. 11,74. Alors, qui est élu meilleur débatteur? Safiatou Diallo. Safiatou Diallo, meilleur débatteur de ce match. UVS. Alors, quelle est la note de la faculté des lettres et sciences humaines? 11,12. 11,12 pour la FLSH. Et pour l'UVS? 12,36. 12,36 pour l'UVS qui passe en demi-finale, mesdames et messieurs. Voici qui maintient à ce match. Il y a un portable parmi les candidats, un portable. Bonjour, avant tout, je me nomme Safiatou Diallo. Je suis étudiante en licence 3 en mathématiques appliquées et informatique, option ingénierie logicielle, à l'Université virtuelle du Sénégal. Quelle est votre appréciation concernant CAI Débattre? Je remercie d'abord l'initiative de CAI Débattre
et aussi la présence pour la première édition pour l'Université virtuelle du Sénégal de participer à cette édition de Kaay Débattre. Kaay Débattre pour nous, UVSois et UVSoises, c'est un réel plaisir d'y participer car cela permet de développer notre capacité en art oratoire et aussi à convaincre en public, à nous faire écouter et à montrer que UVS n'est pas seulement les machines, n'est pas seulement le virtuel. Nous sommes réels, nous sommes présents et nous sommes très déterminés à montrer notre motivation et notre engagement pour relever haut et fort les drapeaux de l'Université virtuelle du Sénégal. Qu'est-ce que ça fait d'être meilleur débatteur? Avant tout, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir pour moi d'être nommée meilleure débatteuse. Mais pour cela, il va falloir d'abord que je remercie toute l'administration de l'Université virtuelle du Sénégal, en passant par le coordinateur, la DENO, les coachs, les étudiants. Je ne laisse personne car vouloir citer, c'est vouloir faire des erreurs. Et j'éviterai de faire ce genre d'erreur car nous avons été accompagnés par toute l'administration de toutes les chaînes. Et aussi, c'est vraiment un réel plaisir de porter le flambeau de l'UVS, d'être UVSoise et d'être meilleure débatteuse pour cette 4e édition et pour la première édition de l'Université virtuelle du Sénégal. Qu'est-ce que vous nous réservez pour les demi-finales? Ah ça, c'est une grande surprise car les adversaires n'ont qu'à se préparer. Il y aura du chaud, il y aura du feu, il y aura de l'eau, mais il y aura aussi beaucoup de piment. Je vous le garantis. Merci. Merci à vous. ñu àndoon ba tey ak seen chaîne Boss Media nekkoon fii Université Cheikh Anta Diop de Dakar ci émission Kaay Débattre bi. waa FLSH faculté des sciences humaines ak waa UVS Université virtuelle du Sénégal ñoom aussi waa UVS ñoo jël raw gàddu gi donc ñoom ñoo qualifié demi-finale. ñu jox leen dig daje ci demi-finale ba d'ici là bu leen fàttee abonné ak activer cloche de notification bi merci. Boss Media ay média bi gën ci média yi loolu muy Boss Media. Hey Boss Media yéen a ngi bosse bi war ay Boss Media bi gën ci média yi